Alors, notre prochain présentateur est quelqu'un qui nous revient chaque année depuis déjà 3-4 ans au moins, si on veut. 8 ans. Et soit que le groupe est tenace, ou toi tu es tenace. Et merci encore une fois, Daniel, d'avoir accepté de contribuer à notre colloque 2012. Et sans plus tarder, je passe la parole à Daniel Bocard. Qui, en passant, fait des images extraordinaires. Je ne sais pas si vous en avez vu passer sur les listes. Daniel est un de ceux qui font les plus belles photos au Québec. Là. Et sur ça, je suis certain qu'il va pouvoir partager certaines de ses connaissances avec nous durant les prochaines 45 minutes. Mais j'aurai un micro qui me le permettra. Excusez. Bonjour tout le monde. Ça me fait toujours plaisir de venir par ici, une fois par année, se retremper dans cette ambiance extraordinaire. C'est quoi, quand vous faites la photographie, la pièce la plus importante de votre équipement? Puis la deuxième? La monture. La troisième? La monture. Ouais. Les compris, les nouveaux? Bon, on commence toujours comme ça. Les mégapixels, ça ne sert à rien. On en parlait encore tout à l'heure avec Daniel Provencher. Au-delà de 6, de toute façon, vous perdez tout ce que vous avez, ça ne sert à rien. Les mégapixels, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, mais là, je vais vous parler d'autre chose que les mégapixels. Ce que vous verrez là, il y a quand même une image, il y a même un seul mégapixel dedans, c'est comme ça. Voilà. J'avais pensé présenter quelques petits éléments qui tournent autour de la photographie du système solaire. On va pas essayer de comprendre, donc finalement, c'est peut-être pas trop des choses, on a quelque chose un petit peu complémentaire. Alors j'espère que le concours ne sera pas trop pourri là-dedans. Le premier des sujets que je vais vous proposer est un suivi aussi de ce que j'avais présenté l'année passée. J'avais donné quelques petits éléments qui concernaient les liens entre la résolution maximale qu'on peut attendre d'un télescope en termes de secondage, le pouvoir séparateur de l'instrument, et la capacité d'aller chercher cette résolution maximale quand on fait de la photo planétaire, lunaire ou solaire. Autrement dit, dans des situations où on veut vraiment aller chercher cette résolution-là. Quand on fait du ciel profond des deux galaxies, on sait très bien, on n'arrive pas en Californie ou pas en Californie, mais disons, on arrive là, je ne sais pas où, ou au Chili, ils ont des cibles à peu près de secondaires. Ici, à 3 secondaires, c'est à peu près un moyen. Donc, ça ne sert à rien. Mais en imagerie planétaire, quand on a de la chance, comme typiquement les soins qui viennent de passer, eh bien, on peut, des fois, aller chercher le maximum de résolution dans l'instrument astronomique. Sauf qu'il faut le faire de la bonne façon. Si vous avez des pixels trop gros, ou vous n'avez pas assez grossi, eh bien, vous perdez la résolution parce que votre capteur n'est pas capable d'aller chercher toute la finesse de l'image. Si au contraire, vous grossissez trop par rapport à la taille de vos pixels, eh bien, le résultat, c'est que l'image sera ce qu'on appelle suréchantillonnée, c'est-à-dire trop sombre par rapport à ce qui est optimal pour la caméra. Donc, vous allez introduire du bruit parce que, un, il faut en poser plus longtemps, puis deux, l'image sera mal mieux parce que son contient un optimum que trouver avec ça. Et cet optimum-là, eh bien, je vous l'avais présenté sous une forme générale, théorique, et en rentrant ici, dans le passé, je me suis dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une feuille de calcul qu'on pourrait donner à tout le monde, feuille Excel, donner à tout le monde, et dans laquelle tous ces calculs-là seraient déjà faits. Les gens auraient pu entrer les caractéristiques de leur système à eux, puis ensuite, ils verraient ce qu'ils doivent aussi leur rajouter une barre d'eau, par exemple, à un système d'agrandissement, ou pas, ou si oui, quel genre de barre. Alors, ça, c'est la première partie de mon propos d'aujourd'hui. Je vais vous présenter cette feuille-là, qui est déjà, vous pouvez la télécharger sur le forum Astro Québec dans la section des didacticiels, même si ce n'est pas proprement parler un didacticiel. Je pense que, il y a un feuillet explicatif de à peu près 3 pages qui vous donne la théorie à l'intérieur et qui vous explique comment utiliser la feuille, et il y a la feuille de calcul elle-même.
cette feuille-là, vous ne pouvez pas la scraper, vous devez protéger les seuls champs qui sont accessibles, c'est ceux dans lesquels vous devez entrer en fait. Donc, vous ne pouvez pas la bousiller. Par contre, pour ceux qui sont intéressés, les formules, en tout cas dans les champs qui sont protégés, vous voyez quand même des formules qui sont utilisées. Donc, bien pour tout le monde. Donc, un petit rappel, résolution, lorsque vous visez, on va prendre un point, donc une étoile, n'importe. Si vous avez deux étoiles qui sont très proches, avec un télescope à de faible diamètre, vous n'en verrez qu'une, un diamètre un peu plus grand, ça commencera à les voir qu'on verra qu'il y a quelque chose, et là, on va dire que c'est complètement résolu, parce que vous les voyez vraiment les deux. Il y a un certain nombre de règles qu'on utilise depuis un bon bout de temps pour calculer ça. Et par exemple, la résolution, vraiment la capacité, la distance angulaire entre deux points qu'un télescope est capable de résoudre, on le calcule de cette façon-là, donc 120 divisé par le diamètre en millimètres. Alors, avec des étoiles comme ça, par exemple, si j'ai un télescope de 60 mm de diamètre, j'ai une résolution de 2 secondes d'arc. Alors, à 2 secondes d'arc, on a l'impression d'avoir une seule étoile. Avec un télescope de 90 mm, ça me donne 1,33. On commence à allonger, on verrait les deux étoiles un petit peu séparées. Et avec un télescope du double du premier, donc 120 mm de diamètre en l'occurrence, avec une résolution d'une seconde d'arc, si les deux étoiles sont séparées à peu près une seconde d'arc, et bien on va les voir séparément l'une de l'autre, comme ceci. En réalité, si on voulait être vraiment précis, il aurait fallu dessiner ceci de cette dimension, ça d'une dimension un peu plus petite, et ça encore plus petite pour bien montrer qu'en fait, les deux points ici entrent à l'intérieur de ce cercle ici, et ils sont séparés l'un de l'autre visuellement. C'est ça que fait un télescope. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, quand elle dit vous aurez beau avoir un télescope vous aurez beau avoir un télescope de 40 mètres de diamètre, une étoile, ce sera toujours un point. Et en fait, le point, plus le télescope est grand, plus le point est petit. Parce qu'il s'agit en fait d'une notion physique, c'est pas l'étoile elle-même qu'on voit comme ça, c'est vraiment le point lumineux. Et plus le télescope est grand, et plus ces points sont petits. C'est pour ça que quand il y en a deux qui sont proches, un télescope plus grand est capable de les séparer. Voilà. La résolution photo, par contre, elle va dépendre du taille des pixels, parce que le télescope projette une image qui est échantillonnée par les photosites du capteur. Donc cet échantillonnage, s'il est fin, ça vous donne une image avec, par exemple, si j'ai une grande focale et ou des petits pixels, ça me donne une image de gauche. Et si j'avais des pixels très grossiers sur cette image-là, ça me donnerait l'image de droite. Donc il y a beaucoup moins de résolution. Soit que j'ai utilisé des trop gros pixels, ou des pixels, ou des petits pixels, que j'ai mis une focale trop courte, et après j'essaie d'agrandir l'image, et j'ai toujours pas plus de détails. Alors pour arriver, donc c'est la dimension du pixel. Ce n'est pas celle du capteur au total. Je parle bien de chacun des pixels en micron. Hein. C'est ça qui va définir votre capacité d'échantillonner les points qui sont côte à côte. Et tout ça, bien sûr, mis ensemble avec la focale du télescope qui va déterminer la taille de l'image sur le capteur. Alors là, il y a quelques formules, je reviendrai pas. Je les ai présentées l'année passée. Elles sont ici, la présentation sera disponible. Vous pouvez donc regarder ça. Et puis, de toute façon, tout le détail se trouve dans le fichier PDF qui accompagne la feuille de calcul. Et mon propos aujourd'hui, c'est plus d'aller plus directement vers la pratique. Donc, en fait, on peut calculer l'échantillonnage par cette formule ici, c'est-à-dire 206 fois la taille du pixel en micron divisé par la focale en millimètres. Et cet échantillonnage, on mesure en seconde d'arc par pixel. Alors voilà, par exemple, ici, pour ces deux étoiles qui sont situées proches l'une de l'autre, avec des gros pixels, vous voyez que la lumière de ces deux-là va tomber en même temps sur le même pixel, donc il n'y a pas de résolution. À ce moment-là, on s'entend que ça n'est pas résolu. C'est interprété comme étant une seule étoile. Ici, bon, c'est schématique. Ici, dans la même situation, avec des pixels plus fins, plus petits, eh bien, j'obtiens ici deux pixels séparés qui contiennent en fait l'information chacune des deux étoiles. Donc, techniquement, on peut dire qu'on s'entend qu'on est à l'extrême limite, on peut se permettre un petit peu plus fin encore ici pour avoir plus de détails dans notre image. Mais le principe, c'est ça, c'est qu'au minimum, si vous voulez résoudre l'image à une certaine distance, il faut que les points qui tombent sur chacun des deux points doivent tomber sur chacun des deux pixels différents. Donc les gens qui disent ah j'ai un signe de 3 secondes d'arc dans mon site en moyenne, comme c'est le cas ici au Québec, donc je fais un échantillonnage de 3 secondes d'arc par pixel. Non,
Pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, la résolution réelle est de 6 secondes là. Vous devez perdre la moitié de ce que vous pouvez avoir. C'est ça, ça ne sert plus à rien. Donc, attention, l'échantillonnage et la résolution que vous obtiendrez finalement, ce sont deux choses différentes. Donc, si je veux avoir une résolution de 2 secondes d'arc par pixel, disons, pour des photos de ciel profond, des choses comme ça, il faut échantillonner à 1 seconde d'arc par pixel. Alors, on a une formule justement qui vous dit comment faire ça. Et, juste pour résumer, avec des exemples comme ça, la résolution du télescope, ça c'est le pouvoir séparateur proprement dit. Je prends l'exemple de mon Célestron 9.25, qui est mon instrument le plus gros diamètre que j'ai chez moi. Je parle de ces cartons et voilà ce que ça me donne. Donc, la résolution à laquelle on peut s'attendre au maximum, c'est une demi-seconde d'arc. D'accord? Donc, ça veut dire, dans le fond, que toute image qui cherche à avoir la haute résolution devrait au minimum être capable de séparer 2 points qui sont distants d'une demi-seconde d'arc. Alors, si je prends mon Célestron 9 à sa focale native, donc avec un rapport focal de 10, et j'utilise ma DMK21 ou DMK21, qui est un pixel de 5.6 microns, ça me donne cette résolution-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un échantillonnage qui est à peu près bon, mais qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire qu'avec un échantillonnage de 0,5 secondes par pixel, j'ai en réalité une résolution de 1 seconde par pixel. J'ai perdu, j'ai la moitié du bénéfice de mon instrument, j'ai pas toute sa capacité. Donc il va falloir que j'agrandisse mon image avec du Barlow pour être capable ici en augmentant le dénominateur ici, pour être capable d'améliorer cette résolution. Donc, l'idée, c'est de calculer quel est l'échantillonnage optimal pour ce faire, et à partir de là, de savoir comment utiliser, par exemple, une Barlow, quelque chose comme ça, pour atteindre la bonne résolution. Tout ça en fonction du diamètre du télescope, de sa longueur focale, de la taille du pixel en micron, et puis du rapport focal du télescope. Avec les formules que j'ai mises tout à l'heure, plus les 2 autres que je ne vous ai pas montrées. Ça commence à faire beaucoup, vous avez ça devant votre télescope et vous ne savez pas quoi faire. Alors l'idée, c'est d'où l'idée que, après, nous n'avons pas lancé tout ça l'année passée, bon, on va simplifier tout ça. D'abord, je me suis amusé du point de vue simplement algébrique à envoyer toutes les équations, je les ai toutes mises ensemble. Bon, on va se faire le rapport focal, et voilà, il écrit sur des bouts de papier, et il nous donne voilà, le résultat, ça donne toutes sortes de petites équations qu'on pose, et qui nous donne tout à coup, quand vous soulevez tout ça, vous mettez ça dans la machine pour faire un mayonnaise, là, et une fois que vous avez mis tout ça ensemble, vous bricolez un tout petit peu, et vous arrivez à simplifier les choses de façon magique. Et où la magie là-dedans? Cette équation-là, ce qu'elle vous dit, c'est que quel que soit votre télescope, je dis bien quel que soit le télescope, ça vaut pour le Mont Palomar ou pour Hubble, ou ça vaut, il n'est pas obligé à cause de moi, mais en théorie, ou ça vaut pour une lunette de 50 mm que vous avez chez vous. Tout ce que vous avez besoin de savoir, pour savoir quel est l'échantillon, pour quel est le rapport focal, le rapport soulevé qu'on utilise pour caractériser un télescope, la focale, il est interne. Pour savoir quel est le rapport focal optimal de votre télescope pour être capable d'atteindre la haute résolution, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le diamètre, c'est ça des fous, de prendre la dimension de votre pixel micron et de multiplier ça par, mettons, 3,5 si on veut arrondir vers le. C'est tout. C'est quoi la taille de votre pixel? J'ai des pixels de 5,6 microns. Bon, multipliez ça par 3,5, ça va vous donner le rapport d'extrusion qui va vous permettre, au minimum, alors après il vaut mieux avoir un petit peu plus que ça, mais qui va vous permettre, en principe, d'atteindre la haute résolution. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir de là, si vous êtes capable de faire ça, ensuite, tout ce qui vous reste à faire, c'est de regarder quel est le soulevé réel de votre télescope. Si vous avez un Célestron, un truc comme ça, habituellement, le soulevé, c'est 10. Les lunettes qui ont été mentionnées, il y en avait qui étaient à 8, il y en avait qui étaient à 9, il y en avait qui étaient à 7,5, ça c'est le soulevé natif. Donc, à partir de là, si on dit, si vous avez une lunette qui est à
sur les 7.5, puis ça vous prend 15, donc faut du barreau de fois, c'est bon, d'accord. Alors, c'est ça le but de la petite feuille de calcul que j'ai fait. Donc, le rapport d'ouverture F sur l'idéal pour obtenir la haute résolution dépend uniquement de la taille des pixels de la caméra. Et ça ne dépend pas du diamètre de l'instrument, parce qu'il est déjà dans les sur D du diamètre en question. Tout ce que ça va faire, c'est que si, en fonction de la taille de vos pixels, on vous dit le sur D idéal est à 16, eh bien, ça va vous faire une image d'une certaine dimension pour une lunette de 80 mm, et ça va vous faire une image immensément plus grande pour le télescope du pic du midi qui a 1 mètre de diamètre. Avec un sur D, ça vous aura 16. Donc, voilà où on en est. Ça nous amène à cette feuille. Donc ça, c'est celle qui est à votre disposition sur les forums Astro-Québec dans la fameuse section. Et, je ne sais pas pourquoi j'ai des noms ce soir. Oui, dans la section des didacticiels. Et je vais sortir un petit moment de cette présentation-là pour vous en montrer le fonctionnement plutôt en temps réel. Donc voilà, ça c'est la vraie chose ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait me donner le diamètre de son télescope, son rapport S sur D, et puis l'âge du capitaine, donc la taille du pixel de sa caméra? Tiens, Luc, on parlait de quelque chose tout à l'heure pendant la pause. Voudrais-tu me répéter ces caractéristiques, s'il te plaît? Alors, on va y aller. Disons en pouces ton télescope. 14. Ça, j'ai mis ça parce qu'on est en Amérique du Nord, qu'il y a bien des gens qui réfléchissent encore en pouces. Alors, j'ai ajouté un petit calculateur ici, en bas, pour vous transformer ça en millimètres. Donc, ça veut dire 355,6 mm. Alors, je commence par ça. 355, on met des points ou des virgules ici dans ce... Il parle le point, celui-là? Oui, ça a l'air. Et puis, le rapport focal, c'est quoi? C'est 11, hein, je crois, c'est 14. Bon, 11. Voilà. Et la taille des pixels de ta nouvelle petite caméra? C'est quelle caméra? L'excellence 5 mégapixels, c'est 2 microns et demi. C'est des pixels minuscules. 2,5, 2,5. C'est ridiculement petit en fait. Voilà. Et bien c'est tout. En réalité, la feuille ici, elle vient vous calculer tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors, dans cette section ici, vous avez les caractéristiques idéales. Ici, en fait, il y a le rapport focal visé, c'est-à-dire à partir de ce 2,5 multiplié par le 3,40 et quelques, ça vous donne 8,6. Donc, c'est le rapport focal visé. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Luc, avec ton rapport focal f sur 11, tu es déjà suréchantillonné assez méchamment avec la caméra en question. Parce qu'en réalité, vous remarquez qu'ici, il vous suggère une Barlow de 0,8 fois. Autrement dit, il vous suggère de réduire la focale plutôt que de l'agrandir. Il ne faudrait surtout pas aller mettre une Barlow par-dessus, parce qu'on est déjà mal barré. Alors évidemment, bon, c'est peut-être dans ce cas-là un exemple qui n'est pas extraordinaire. En fait, la réalité, c'est que ce que ça donne, c'est que pour ce télescope-là, normalement, la focale qu'il faudrait atteindre, ce serait à peu près 3 mètres, alors qu'on en a plus que ça, on a 3900 mm, et à ce moment-là, on aurait l'échantillonnage de 0,17 secondes d'arc par pixel qui nous amènerait à une résolution image de 0,34. 0,34, c'est la capacité maximale de votre télescope c'est ça, de résoudre, de séparer deux points. Donc, si je me contente simplement de l'utiliser en focale native, avec donc 100 mètres de Barlow, à ce moment-là, je mets 1 ici, dans la taille de Barlow, je vois que j'ai une résolution image de 0,26 secondes d'arc. On est un petit peu suréchantillonné, mais ça va encore bien. Je dirais à la limite, donc c'est la chose à conseiller. Maintenant, disons quelqu'un qui est, c'est assez courant, il y a des caméras qui ont des, comme les DMK par exemple, elles ont des pixels de 5,6 microns, et avec un télescope C8. Alors un 8 pouces, ça fait 203 mm, j'ai même pas ici d'aller le faire calculer, et c'est des télescopes qui fonctionnent à f10, d'accord? Donc ça, voilà, pour une instrumentation qui est très courante chez les amateurs, un télescope de 8 pouces, ouvert f sur 10, et puis avec des pixels de la caméra qui ont 5,6 microns. Le télescope résout 0,59 secondes d'arc, donc il est capable de séparer deux points qui sont à cette distance angulaire. Donc c'est ce qu'il faut viser ici en termes de résolution image, ce qui veut dire la moitié de ça pour l'échantillonnage, donc 0,30. Alors, la Barlow suggérée, vous voyez, c'est 1,9 fois. Évidemment, 1,9 fois, personne n'a ça dans sa valise, ça n'existe pas. Donc vous faites des essais ici. Tout ce qui est rouge, vous pouvez aller jouer dedans. Donc typiquement, vous allez voir ce que ça donne avec une Barlow 2 fois. Vous allez avoir une résolution de 0,57 secondes d'arc.
Et puis ben, c'est parfait, vous êtes tout à fait adéquat. Puis quand il fait très beau, essayez, si vous avez une 2.5 fois, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin, ça va vous donner des images qui sont plus, je dirais, plus smooth, un peu dans les détails les plus fins, parce qu'on n'est pas trop brutal. Oui, alors ça, j'imagine tout de suite mon ami Caillou qui va me dire que tu vas parler 5 fois, j'en vois tous les soirs, et ça va donner. Oui. Daniel, Oui. Il m'arrive d'utiliser un spacer, un espaceur après la barreau. Oui, alors ça, c'est dans le. Pour faire en sorte que ça va. Exactement, alors c'est comme d'utiliser une barreau plus puissante, il faut faire attention à ça. Ah oui? Donc, quand on dit une barreau 2 fois, ça veut dire que tu l'utilises comme elle est prévue, puis tu t'arrêtes là. Si tu mets un spacer, c'est à toi d'essayer de voir. Prends deux mesures, quoi. Tu prends la même planète avec les sons de spacer, tu regardes quel est le rapport d'agrandissement, puis ça va te dire c'est quoi en réalité la véritable barreau que tu dois, avec ton tube, tu n'auras pas 2 fois, il devient peut-être une 2 fois et demi ou 3 fois. Ok, puis si je ne mets pas de barreau, que je mets juste le spacer, ça va quand même lui donner Non. un rapport de grossissement. Non. Le spacer, c'est juste un tube. Hein. Et puis, et puis c'est juste de l'air, et puis dans un genou de casse-grain, oui, ça va modifier, non, ça va rien modifier du tout. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va t'obliger de pousser ton focus en dehors du tube, puis là, ça modifie un petit peu le focus, mais d'une façon que je ne suis pas capable de contrôler, par exemple. Ouais, ben ok, parce que je l'ai fait avec des petits planétaires, avec mon DSLR. Ouais, c'est possible. Hein. Ça grossit l'objet. Oui. Alors, ça devient une question de savoir c'est quoi le comportement de ton propre instrument. Pour ça, je ne peux pas répondre à ça dans le détail. Par exemple, ça dépend vraiment de l'instrument, du spacer. Mais c'est une propriété du jus de casse. Hein. Ça ne marchera jamais avec une lunette, par exemple, ou avec un Newton. Ça, c'est clair. Tu veux retourner? Oui. Voilà, donc ça, c'était le premier micro. Voilà. Ça, c'était le premier micro. Donc, cette feuille-là, elle est à votre disposition. Je vous répète, elle est sur les formations Québec. Section didacticielle, vous aurez peut-être à fouiller un peu plus bas, parce qu'il n'y a pas d'autres dans les pages, je sais pas si vous demandez. Oui. Les caméras couleur, qu'est-ce qu'on utilise comme taille de pixels? Moi, j'utilise, je vais dire, parce que mon deuxième propos concerne une caméra couleur. Je ne m'enfarge pas là-dedans. J'utilise cette chose-là. Parce que contrairement, on a entendu plusieurs fois aujourd'hui que quand vous utilisez une caméra couleur, vous perdez de la résolution. La réponse est oui, mais. Parce qu'en réalité, oui, les caméras couleurs ont une grille Bayer. Oui, la grille Bayer, ensuite, elle sert à interpoler des couleurs de façon à, quand vous avez deux verts ici, puis un rouge là, puis vous êtes obligé de prendre le rouge ici, le rouge là, pour essayer de calculer ce qu'il y a entre deux au niveau de la couleur. Et au niveau de l'information, l'interpolation ne se fait pas d'une façon aussi simple. Vous ne perdez quand même pas l'information de 2 par 2 comme on pourrait penser, mais on utilise bel et bien une partie de l'information et des différences entre les pixels, non seulement pour la couleur, mais aussi pour l'information. Donc, mon expérience, en tout cas récente, avec ma caméra DV4 qui est une caméra couleur planétaire, me montre qu'il y a peut-être une petite perte au niveau de la résolution, mais elle est de loin pas aussi importante qu'on pourrait supposer. En fait, elle est, à mon avis, presque négligeable, surtout sous le ciel qu'on a ici. Puis le ciel, elle caresse au sujet, parce que le ciel, ça a quelque chose de religieux, je crois, ou de spirituel. Oui. Alors, si tu as une caméra qui le permet, oui, à ce moment-là, en principe, c'est une autre. Parce que le billing avec une caméra couleur, je me demande, oui, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais une CCD, oui, il n'y a pas de problème. Du moment que tu arrives à atteindre la fête, tout ce que tu as à changer, c'est la taille de ton pixel dans la fenêtre en haut à gauche de ma feuille de calcul, là, celle qui est ici, là, celle-ci. Tu donnes la taille de pixel réelle. Donc, si tu as des pixels de 6.8, hein, avec la. Ouais, c'est ça, ça fait 13.6. Je fais un ligne 2, j'ai ça par 2. Là, tu mets 13.6 ici, à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Ok? Ok. Donc, si tu veux faire du 2 à 5-6, tu commences à être bon. Normalement, ça devrait diminuer le bruit et peut-être être plus efficace. Moi, à ce moment-là, ce qui m'arrange, c'est que tu vas faire du binning par 2, mais tu vas utiliser par 2 fois. Ça serait peut-être à expérimenter pour voir si ça vaut la peine, puisqu'il y a des meilleurs résultats. Vous remarquez, ce genre de question, on va tout laisser pour le panel après. Okay. Voilà, alors la deuxième partie de mon propos, c'était de vous parler d'une de ces caméras, de ces petits cubes bleus qui sont très très en vogue de ce temps-ci, les caméras donc de Imaging Source, en l'occurrence des caméras d'un modèle particulier. Parce que alors, quand vous allez sur le site Imaging Source, vous avez l'impression d'avoir devant vous un répertoire de plaques minéralogiques. Hein?
Celle que j'ai, c'est la DPK 21AU618.AS. C'est vachement commercial, ça. Je ne sais pas qui fait le branding dans cette boîte, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Cela dit, tous les chiffres ont une signification là-dedans. Je ne suis pas là pour vous les expliquer dans le détail. Le propos ici, c'est que dans ces caméras, vous avez des monochrome, c'est des MK, M en monochrome. Vous avez des DFK qui sont des couleurs, à la limite, je dis c'est comme des webcams, donc elles sont filtrées pour le lumière du jour. Autrement dit, c'est des caméras qui sont faites pour à la vie, à la fois pour la vie de tous les jours et pour l'astronomie, du point de vue de leur équilibre de couleurs. Mais c'est une caméra gris player tout à fait standard, et les filtres habituels, donc l'infrarouge est coupé de ces caméras-là. Donc c'est des couleurs, des filtres qui bloquent les infrarouges. Et il y en a une de ces catégories qui est celle des BK, B ou BER en anglais ou BAR en allemand, parce que je crois que c'est là-bas que c'est fait. Et ça, c'est des caméras couleurs sans filtre anti-infrarouge. Autrement dit, si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent d'un APN complètement défiltré. D'accord? Maintenant, attention. Il y a une chose qu'il faut bien savoir avec ces caméras pour pouvoir récupérer sur les images normales des couleurs qui sont authentiques, qui sont réelles. Et c'est ça qui pose des problèmes aux utilisateurs. J'ai vu plusieurs forums, des gens qui se posaient des questions, qui disent j'ai une DPK, on m'a dit qu'elle était super sensible, qu'elle est sensible dans l'infrarouge, donc ça augmente sa sensibilité. Et je ne suis pas capable d'avoir des vraies couleurs, j'obtiens toujours une espèce de brun, caractère noir, des kaki, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie d'avoir des couleurs. Il y a des explications à ça. Et c'est dans le fond parce que c'est une caméra que je trouve extrêmement intéressante du point de vue du compromis entre est-ce qu'on prend du monochrome très sensible mais qui est obligé d'utiliser le voie filtre comme pour le planétaire, puis ça joue avec un voie filtre comme tu fais Jupiter qui a déjà tout mis assez en 1 minute et demie pour qu'on commence à avoir des traînées. C'est compliqué, moi j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Je me suis dit bon c'est là, c'est un bon compromis. Voici pourquoi. Donc, le problème en partant, c'est que comme il n'y a pas ce filtre qui élimine les infrarouges, eh bien, tous les pixels sont sensibles à l'infrarouge, aussi bien les rouges, les verts que les bleus. Donc, le signal que vous avez quand ça sort de la caméra, si vous n'avez rien mis en avant comme filtre supplémentaire, c'est un canal rouge qui contient du rouge plus de l'infrarouge, un canal vert qui contient du vert plus l'infrarouge, et un canal bleu qui sont du bleu plus de l'infrarouge. Donc, tous vos canaux sont contaminés par le signal infrarouge. Et ce signal, après tout, vous ne pouvez plus l'enlever parce que vous ne pouvez pas l'isoler du reste. Il est comme mélangé à chacun des trois canaux. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous ne pouvez pas enlever, pas moyen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous allez me dire, pas besoin de lâcher celle-là, il faut lâcher la DSK, c'est-à-dire qu'il y a le filtre, et puis on ne va pas l'infrarouge. Mais je voulais pas l'infrarouge, pourquoi pas? Alors, le résultat, si je vous l'illustre, c'est ça. Ça, alors, c'est pas mes meilleures images de Mars, puis il y a des gars là-dedans, ici dans cette salle, et des ingénieurs qui ont fait des photos de Mars au printemps, qui m'ont cher à peine, beaucoup meilleurs que les miennes. Donc, l'idée là, c'est pas de vous présenter mes meilleures photos de Mars, mais à l'époque, je venais de recevoir ma caméra au printemps, et j'ai fait des expériences avec Mars, puisque c'est elle qui met en opposition à ce moment-là. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, c'est une image couleur, et puis après, dans Photoshop, j'ai fait la séparation des couleurs. Et j'ai regardé quelles étaient l'allure des trois canaux, rouge, vert et bleu. Alors, le composite brut sorti de Registax à cette allure-là. Donc là, je dis, ça ressemble un peu à la planète, Mars, les rougeâtres, pourquoi pas, ça m'est bien parti. Puis après, je regarde mon canal rouge, mon canal vert, mon canal bleu. Ben, et il y en a un qui est plus clair que les autres, mais pour le reste, ils se ressemblent diablement. Et une fois que j'ai fait l'égalisation du point blanc, c'est-à-dire que j'ai défini ma calotte polaire comme étant blanche, donc c'est pour servir de référence, et puis équilibrer le reste des couleurs, et c'est déjà une opération dans Photoshop, désolé Martin, je ne suis pas encore passé à PixInsight, mais ça me donne cette image-là, ça me donne cette image qui n'a pour ainsi dire aucune information de couleur, parce que chacune des trois couleurs est contaminée par de l'infrarouge, et cet infrarouge a tendance à noyer le reste d'informations rouge, vert et bleu. Donc, l'égalisation par le point blanc, ça se fait dans chacun des canaux de couleurs dans Photoshop. Vous ramenez le curseur jusqu'au dernier endroit où il y a encore de l'information.
Personnellement, je fais ça, puis j'ajoute encore 10 à la valeur qui est là, pour me donner un petit peu de champ, pour pas que ce soit du blanc totalement saturé et délavé, puis que les couleurs trop claires, très claires, deviennent trop claires. Il ne faut pas s'inquiéter de l'apparence intermédiaire de l'image quand on fait ça, pour vraiment clair, pour le rouge, le vert et le bleu séparément du côté blanc, en ce qui concerne les photos comme elles. Et bon, en tout cas, vous voyez le principe. Ça donne une image qui n'a aucune couleur intéressante. Donc, évidemment, si on nous dit que c'est l'infrarouge qui fait problème, eh bien, pourquoi pas revenir en arrière, du moins pour cette application-là de la caméra, vous avez cette possibilité. Vous remettez en avant de la caméra un petit filtre IR-Cut, donc qui vous coupe IR-Block, qui vous coupe l'infrarouge. Donc là, on se retrouve avec l'équivalent d'une webcam, mais avec un capteur qui est beaucoup plus sensible pour le dernier, là, celui qui a le numéro 618, là, c'est un capteur qui est extrêmement sensible, en particulier dans le rouge et l'infrarouge. Et là, on regroupe l'infrarouge pour se retrouver avec une caméra qui est capable de fournir des couleurs naturelles. Alors le résultat, vous le voyez ici, donc on se rend immédiatement compte que même pour un brut qui avait une allure à peu près de la même façon, les canaux eux-mêmes, rouge, vert et bleu, ont une allure qui n'est pas la même. Les détails ne ressortent pas de la même façon. Le bleu est un peu alimenté ici. J'apprenais à utiliser la caméra, je pense que j'aurais pu pousser un peu plus. Mais quand je fais l'égalisation par le point blanc que je viens de vous montrer tout à l'heure, et bien ce coup-ci, je retiens quelque chose de plus naturel. J'ai une planète qui a la couleur qui est noir avec des zones de nuages blancs, avec des brumes bleutées qui sont par ici. Ça ici, c'est de la variation chromatique, plutôt c'est de la diffraction atmosphérique, donc ça ne compte pas vraiment. Rouge ici, puis bleu là, je n'ai pas fait la ligne dans les canaux pour celle-là. Mais vous voyez que la couleur est beaucoup plus naturelle. Donc, on peut l'utiliser dans les deux cas comme une webcam ou comme une caméra en couleur naturelle, à condition d'ajouter un filtre infrarouge. Mais alors, pourquoi s'être intéressé d'abord à cet infrarouge? Eh bien, parce que l'infrarouge étant de plus grande longueur d'onde, est moins sensible à la turbulence. Et vous savez comme moi à quel point, ici, en étant respectueusement sous le je suis, au Québec, on souffre d'une turbulence qui est généralement très élevée. On ne peut pas concurrencer à l'année des gens qui habitent au milieu de la Méditerranée sur le petit île, en Australie ou en Floride à certains endroits, ou je ne sais pas où, et puis des gens qui se payent quotidiennement les civils qui sont en bas de l'Europe. On n'a pas ça ici. Donc il faut se battre. Et pour cela, ben voilà, il faut utiliser tous les outils qu'on a à disposition. Et un de ces outils, quand on veut au moins faire des compromis sur des soirées qui sont moyennes, et on veut quand même rentrer avec quelque chose, c'est d'imager dans une longueur d'onde un peu plus grande. Les vagues étant plus grandes, elles sont moins sensibles à la végétation de l'air, si vous voulez, une image comme ça. Donc, l'infrarouge est intéressant pour ça. L'année passée, j'avais réalisé, c'est dans mon petit calendrier personnel qui va là, c'est que j'avais fait un transit, j'avais filmé un transit d'Io devant Jupiter complètement en infrarouge, et ça permet d'avoir des images qui sont extrêmement belles. Donc, à ce moment-là, on va faire le contraire de tout à l'heure. C'est-à-dire que ma caméra, je vais la munir d'un filtre qui enlève tout ce qui est lumière visible et qui ne garde que l'infrarouge. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait le même filtre qu'on a vu ce matin. Celui-ci, il coupe à partir de l'entrée, on est à 750, là, on est à 742, donc on est à peu près au même niveau. Donc, tout ce qui est en bas de ça, autrement dit, quand vous regardez à travers le filtre, vous ne voyez rien visuellement. C'est l'œil humain, voilà. Mais par contre, la caméra, elle est sensible à cet infrarouge-là. Donc, le résultat, c'est que dans le fond, les pixels, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner que le signal infrarouge. Donc, encore une fois, ils vont donner chacun une information à peu près identique. Et si j'essaie de faire une combinaison en égalisant le point blanc, ben, ça me donne une image qui est noire et blanc. Parce que j'ai enlevé tout ce qui était information couleur, rouge, vert et bleu. Tout ce que j'ai gardé, c'est l'infrarouge. Mais regardez les détails. Ils sont nettement plus fins que ce qu'ils étaient dans les images précédentes. Parce que l'infrarouge est moins sensible à la turbulence. Alors, si vous allez après la résolution maximale pour le ciel que vous avez quand la turbulence est mauvaise, vous pouvez utiliser un filtre. Moi, j'utilise un filtre infrarouge, par exemple, pour filmer la lune, quand le signal est moyen. Ça me permet de sauver des soins rouges que autrement, soleil, c'est pas un GSI, ça ne donne rien, c'est vraiment pas très bon infrarouge. Oui. Ça fait une grosse différence si la turbulence est faible? Alors, à ce moment, si la turbulence est vraiment très faible, je dirais c'est presque le contraire. Parce que comme on est longuement plus grande, la résolution maximale, elle est un peu plus faible dans l'infrarouge. Parce que ça dépend de la longueur d'onde de la lumière. En réalité, quand on parle des formules que j'ai utilisées, c'est sur du vert qui est à 500 nanomètres.
Ici, on est à 750, 800 nanomètres. Donc, en réalité, on perd la résolution brute, mais c'est une résolution qu'on réalise parce qu'on ne peut pas lu, parce que sur le logiciel, on verra avant, si on appelle le reste en plus, on utilise l'infrarouge. C'est ça le raisonnement. Hein? Donc, après ça, je me suis dit, mais je pourrais aussi bien combiner les deux. Donc, prendre une image d'abord avec un filtre, avec simplement mon filtre qui bloque les infrarouges, et là, ça me donne cette image couleur ici. Vous voyez, il y a un peu de brume sur notre chère planète, comme ça arrive assez souvent, Mars. Et l'infrarouge permet de percer cette brume, et ensuite, en plus, en étant moins sensible à la turbulence, eh bien, ça donne un meilleur contraste entre ces régions très sombres, ici, y compris la nôtre ou la calotte polaire, et puis le reste des plaines. Si on combine les deux en utilisant de l'infrarouge avec une certaine transparence, une forme de luminance, ou encore ici pour une autre image qui a été prise un autre soir, j'ai exactement la même opération, vous voyez qu'en fait, on peut obtenir le meilleur des deux mondes. On peut obtenir une image qui est à la fois équilibrée au niveau des couleurs et qui contient une partie de l'information que l'infrarouge est susceptible de fournir. Donc vous voyez l'idée, ça alors une seule caméra qui est couleur, donc sur laquelle vous n'allez pas vous prendre la tête. Si vous voulez juste prendre la couleur standard, vous mettez votre filtre bloc, vous faites la couleur standard, et puis c'est bon, vous n'avez qu'une seule image à traiter de 3, au lieu de 3, vous n'avez pas à changer de filtre avec une roue à filtre ou sans roue à filtre au milieu de vos expositions pour avoir de rouge, du bleu, du vert, et puis ça fonctionne très bien. Si il est moins bon, vous avez toujours la ressource d'utiliser, de filmer soit complètement l'infrarouge ou de faire les deux, et ensuite de récupérer une meilleure information. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve que cette caméra est un bon investissement. Vous évite d'avoir à payer pour une roue à filtre, parce que la caméra elle-même est à peu près le même prix, qu'elle soit monochrome ou couleur. Mais si vous avez une roue à filtre plus 3 ou 4 filtres à acheter en plus, 3 filtres à récupérer, ça vous fait vite, les coûts de 215, ça va passer en plus. Ça fait une différence. Donc, à mon avis, un excellent compromis. Et je vais peut-être terminer avec ça parce que c'est tout récent. On a depuis une quinzaine de jours, et c'est exceptionnel au Québec, on a une série de buts qui ont un signé rare. Donc, pour plusieurs heures de suite, on a un ciel qui est calme et qui permet d'aller au bout de la résolution de nos instruments. Les gens ici qui ont des Célestron 14, c'est maintenant que vos Célestron 14 peuvent cracher leur potentiel. Le reste de l'année, oubliez ça, je vous enfonce quand vous voulez en ce moment. Parce que plus le diamètre écran et plus le télescope peut résoudre, mais plus il est sensible à la turbulence aussi. Tandis que quand le ciel est parfait, ben là, vous êtes gagnant comme ça. D'accord? Mais juste pour vous donner une idée, je n'ai pas encore fait cette semaine, j'ai passé depuis 11h30 du soir jusqu'à 3h du matin, à toutes les 5 minutes, j'ai fait un AVI de 3000 images sur Jupiter, dans la nuit mercredi à jeudi, pour filmer le transit complet de Io sur le disque de Jupiter, juste à côté de la tâche. Il est passé juste en plus à côté de la tâche rouge. Et Io, sur chacune de ces images, sauf vers la fin, quand Simon s'est regardé, mais autrement, sur au moins 30 de ces images, Io, le satellite lui-même, est résolu comme une petite bille d'or avec le ciel. Donc ça me donne une idée de ce qu'on est capable d'aller chercher. Et j'ai appliqué mes propres règles, j'ai utilisé mon feuille de calcul, j'ai triché un tout petit peu vers le haut, j'ai un peu sous-échantillonné parce que la nuit était presque parfaite. Ma feuille me disait ça prend par l'eau de fois, j'ai mis 2,5. Je vais avoir un 2,5 pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse, mieux fini. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Rémi, à propos justement du fait que ce critère des 2 pixels, c'est un minimum absolu, idéalement, pour plutôt aller dans le diagonal, 3 pixels ou 4, quelque chose comme ça. Enfin bref, la semaine passée, j'en avais déjà fait une, et ça a donné ça avec ça. Et en tout cas, pour ceux qui sont assez près, vous vous rendez peut-être compte ici que sur le périmètre, il y a du détail. Donc, on peut aller à cette résolution-là, c'est un CS39, quand le ciel est beau. Ça, j'ai dit, dans ces 14 cette nuit-là, sans raisonner encore plus que ça, sans aucun but possible. Et je vous rappelle, il s'agit donc ici du caméra couleur, donc je n'ai pas eu à jouer de voix filtre. Et en l'occurrence, comme le signe était bon, j'ai mis mon filtre bloc, je n'ai pas pris l'infrarouge, rien du tout. Au contraire, j'ai coupé l'infrarouge et je l'ai utilisé comme une caméra couleur standard, et ça m'a donné ça. Donc, ça, c'est un AVI de 3000 images sur laquelle j'en ai retenu, je sais plus, 500 ou 600. 600 à peu près pour la planète. Je suis très difficile sur le rejet des images quand je fais du planétaire. Alors, sur 3000 images, quand je pense que 600, je passe d'habitude dans le plus près de 200, 300, quelquefois 4. Okay? Donc, voilà, ça c'était le deuxième des messages, c'est-à-dire, voilà une caméra qui permet de se simplifier beaucoup les choses quand on n'a pas besoin quand on veut des petites images couleurs, qui sont même très fidèles, hein, au niveau des couleurs, sans avoir besoin de jouer avec le bout à filtre et tout ça.
mais qui, dans les cas plus critiques, où vous voulez l'infrarouge, où vous voulez aller plus loin, ben là, vous avez comment on est capable de faire. C'est bon? Le troisième de mes sujets, beaucoup plus récréatif et tampon, littéralement, c'est que j'ai remarqué ces derniers depuis que je m'intéresse à la photo solaire un peu plus que de façon anecdotique. Moi, j'ai acheté un télescope de Lunt 60 mm dédié à la photographie à chalfa du soleil. Et bon, j'ai toujours fait un peu de photos en lumière blanche avec un filtre astro-solar, ça c'est mon télescope. Et j'ai remarqué ces derniers temps que les usagers des photographes solaires avaient fait montre de beaucoup de créativité dans la façon de présenter leurs images solaires, ça a beaucoup changé. Alors en quelques minutes, quand je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux encore leur raconter qui pourrait être amusant, je me suis dit, je vais prendre une ou deux de mes images solaires, et je vais simplement les montrer, mais très vite, de différentes façons. Alors avant de commencer ça, j'aimerais peut-être juste faire une toute petite mise au point concernant la différence entre une photo solaire en lumière blanche, celle où on voit les taches, où on voit la granulation, et une photo solaire H-alpha, c'est-à-dire celle où on voit les protubérances, les filaments et tout ça. On aurait tendance à croire en voyant ça qu'il s'agit simplement que le fait qu'on isole une bande particulière fasse que le contraste est meilleur, ou comme on l'a vu un peu avec le H-alpha du ciel transfert. Or, c'est fondamentalement différent. La situation est la suivante. J'aurais dû faire une diapo, c'est parce que j'y pense maintenant, je me raconte, je ne devrais pas très plus ça avec vous. Mais la situation est la suivante. La surface du soleil, celle qu'on appelle la photosphère, c'est celle qui vous donne la lumière qui vous aveugle si vous n'avez pas de lumière spéciale, etc. C'est vraiment la lumière visible du soleil. Cette lumière, elle rayonne sur à peu près tout le spectre visible et une partie invisible. Soit dit en passant, le jour où vous avez du soleil, c'est l'infrarouge, mais le soleil que vous ramassez, c'est un autre bout du spectre et ça passe, c'est l'ultraviolet. En passant, ça sent chaleur et le soleil, c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est pas la chose. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que cette surface du soleil, elle rayonne à peu près tout le spectre, sauf dans certaines bandes très précises, qu'on appelle les bandes d'absorption, où le rayonnement est intercepté. Or, les différents processus dans le soleil, je vais rentrer dans le détail. Au-dessus de cette couche-là, qu'on pourrait considérer en gros comme la surface du soleil, il y a ce qu'on appelle la chromosphère, qui est en quelque sorte une des composantes de l'atmosphère du soleil. Cette chromosphère-là, elle rayonne dans très peu de bandes, mais elle rayonne par exemple dans une bande très particulière de l'hydrogène limité, qui est la fameuse bande H-alpha. Or, la surface du soleil ne rayonne pas en H-alpha, alors que la chromosphère, oui. Il y a encore autre chose. La surface est énormément plus brillante. C'est comme si vous aviez un projecteur de stade de football et qu'en avant ça, vous mettiez une petite chandelle, et vous essayez de ne voir que la chandelle. Si tout ça rayonne dans le même spectre, aucune chance de n'y arriver jamais. Par contre, si la chandelle s'adonne à rayonner dans un spectre extrêmement étroit, dans lequel justement le projecteur qui est en arrière ne rayonne pas, ce qu'il vous reste à faire, c'est de fabriquer un filtre qui vous couvre tout ce qui n'est pas cette bande extrêmement précise. Et c'est ce que font les télescopes solaires à chaque fois. Et quand je vous dis précis, il y a des gens qui me demandent des fois, ils disent, ouais, moi j'ai un filtre à chaque fois qui est destiné au ciel profond. Pour les nébuleuses, le filtre entre les questions aujourd'hui, le filtre à chaque fois. Est-ce que je pourrais filtrer mon image solaire avec un filtre en binaire, là, en astro solaire, puis ensuite mettre sur à chaque fois, puis j'espérais voir les protubérances? La réponse est non, mais aucune chance. Parce qu'à l'échelle de finesse où on doit filtrer l'image pour le soleil, ça vous prend les choses épais comme mon petit doigt, et votre filtre à chaque fois est comme ça. Donc il ramasse tout. En réalité, les meilleurs filtres les plus chers, ceux d'ailleurs il y en a qui sont utilisés dans une présentation spontanée, les filtres à chaque fois qui ont une bande passante de 3 nanomètres, 3 nanomètres, au ciel profond, ça c'est des trucs à 800 balles, des choses comme ça, des bases de 3 nanomètres, que le ciel profond. Les télescopes solaires les plus simples, et là je parle du corps nanomètre PSP, ils ont une bande passante qui est de 0,1 nanomètre, 30 fois plus étroite. D'accord? Donc, essayez surtout pas d'aller voir le soleil avec un filtre à chaque fois, mais pour le ciel profond. Si vous avez l'évidence, vous allez vous cramer les yeux, et si vous avez bien le filtre, vous allez sans rien voir le plus. Donc, ça prend vraiment un télescope qui est fait. Ça, c'est bien, c'est une parenthèse que je crois qu'elle est utile. Donc, voyez ça comme ça, ce que vous voyez quand vous faites une photo en H-alpha, vous regardez dans un télescope solaire H-alpha, c'est l'atmosphère du soleil, et on vous a masqué toute la surface brillante, celle qu'on voit de l'une,
qui est au contraire celle qu'on voit avec un filtre qui laisse tout passer, mais qui est simplement qui atténue la lumière. Les filtres de densité 5, donc 5 c'est simplement des 10 à 5, ça veut dire que ça nous enlève, ça nous laisse passer qu'un 100 millième de la lumière du soleil, de lumière totale, c'est moins la surface. Ok, donc jusqu'à présent, disons, les deux types de présentations classiques sont celles-ci. Alors, c'est des images que j'ai faites avec différents télescopes. Ça, c'est avec une lunette de 14 cm de diamètre, en lumière blanche, donc avec un filtre balaire astrosolar, avec l'affaire classique, là, vous voyez les taches avec l'ombre, la pénombre, il y a des détails dans la pénombre, et la granulation qui est résolue ici. Dans le cas d'un filtre H-alpha solaire, eh bien, en fait, un télescope solaire à chaque fois, eh bien, ça donne des images qui ressemblent à ça, avec des protubérances et ces textures ici qui ne sont pas les granulations, les graineries qu'on voit ici. Donc, ce n'est pas la même chose, mais renforcée, c'est vraiment deux couches différentes. C'est comme si ici on regardait la surface, et ici, c'est comme si on regardait les nuages ou l'atmosphère. D'accord? Alors, ça, c'est la façon classique de montrer, c'est des caméras monochrome, ça sert à rien d'utiliser des caméras couleur avec ça. De toute façon, ça ici, ça arrive entièrement dans une petite bande très faible du rouge, puis ça ici, c'est dans tout le spectre, aussi bien envoyé monochrome. Bon, donc, voilà ce que ça donne en simple traitement de monochrome. Et on peut s'amuser pour l'esthétique à les coloriser, c'est-à-dire à prendre des curseurs dans Photoshop et à leur donner une coloration jaune qui correspond plus à disons, l'expérience visuelle qu'on a du soleil, parce qu'on a l'habitude de voir le soleil jaune traditionnellement. Remarquez, ça ne correspond pas vraiment à la réalité, parce qu'à gauche, on devrait être plus ou moins blanc, et ici, on devrait être rouge. Alors, pour ceux qui ont regardé à travers un télescope à chaque fois, le SAR, c'est vraiment un rouge extrêmement dense. Et d'ailleurs, c'est un rouge dans lequel l'œil humain a un peu de pouvoir discriminant. C'est pour ça qu'on voit relativement peu les détails. Donc, si j'avais colorisé mon image ici en rouge, le résultat, c'est qu'on perdrait les détails, on ne les verrait pas très bien, parce que l'œil humain n'est pas tellement fait pour ça. Bon, une autre façon de faire, et ça c'est apparu depuis quelque temps, c'est de proposer, là je vais m'intéresser aux images à chaque fois essentiellement, c'est de les proposer en négatif, parce qu'on s'est rendu compte que les détails ici de la chromosphère avaient une apparence un peu 3D, une sorte de plumosité, si vous voulez, du vert un peu, ici. Puis bon, là je l'ai laissé entièrement comme ça, mais alors ça c'est aussi dérangeant que le ciel en arrière est blanc et que les protubérances apparaissent en gris sombre. Donc, certains ajoutent encore un autre traitement avec un filtre ASCO, par exemple, avec un très très gros diamètre de filtre, qui permet de conserver ça, mais d'assombrir le ciel. Alors ça, c'est une façon de faire. Là, on est dans l'esthétique pure, hein. Je termine avec ça pour se faire plaisir plus que pour la science, parce que ça n'a rien de scientifique, cette affaire-là. Et c'est ça, on peut faire la même chose, mais on peut faire suivre l'inversion d'une colorisation en jaune. Et là, vous remarquerez quand même que je pense que ça pourrait faire, par exemple, ces filaments, de les faire paraître un peu en 3D. Ce qu'ils sont réellement, parce que ces filaments-là, c'est rien d'autre que des protubérances, mais qui sont en avant-goût sur la surface. Et ce qui est fou, là, si vous direz, oui, ça c'est le manque biologiste, hein, réfléchissez-y 2 secondes. Pourquoi est-ce que ça paraît 3D? C'est parce qu'on voit du clair ici, puis du sombre en dessous. On a l'impression de voir des nuages qui donnent de l'ombre. Or, ici, la lumière est bien en dessous. C'est pour ça qu'il a fallu que je la mette en négatif, pour que notre cerveau, peut-être, comme ça, on du 3D. Voilà, alors si on met ça au complet sur le disque solaire, on peut faire une chose intéressante, c'est-à-dire le disque lui-même procéder à cette inversion de polarisation. Les protubérances, par contre, on peut les laisser noir qui est noir et blanc qui est blanc, et puis en plus de ça, sans les coloriser. Certains les colorisent en rouge, d'ailleurs, les protubérances aussi, et ça donne quelque chose comme ça. Alors, tout ce que le seul propos de cette dernière partie-là, c'est de vous montrer qu'en fond, il y a plusieurs façons de présenter des images solaires, et il y en a qui jouent maintenant, il y en a beaucoup, il y a des gens, Alan Friedman par exemple aux États-Unis et d'autres, jouent avec ce genre de palette ici, il y en a qui présentent des soleils bleutés, pas seulement ceux qui travaillent dans la bande CRK qui se trouve tout près du violet, là, dans le spectre, mais des fois des images à chaque fois, mais qui sont présentées dans une espèce de bleu piscine, non, plus pas de piscine, là, je ne veux pas être péjoratif, c'est très rafraîchissant, c'est encore plus loin de la réalité que ce qu'on voit en réalité. Mais bon, c'est intéressant. Les zones où il y a des taches, on voit très très bien ici toutes ces formations-là qui sont dues à des déformations de champs magnétiques. Ici, on a différents filaments, etc. Alors, voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous en retirerez quelque chose. Je ne sais pas trop en